Tac. Du coup, installez-vous. On va enchaîner le temps fort de ville active à ville animée. Une ville active est forcément animée et vice-versa. Les entreprises font beaucoup d'événements, font appel à l'art et à la culture, comme les citoyens. Allez-y. Albon, yes. Tiens, Paul. Voilà, double page sur les Nantais. Hop. Tiffany, où elle est là. Lucille du réseau de cons. Salut Lucille, tu te rappelles? C'est parti. Alban, je te laisse. Bonjour à tous, bienvenue sur le Lab des initiatives nantaises, 4e session. On a passé la moitié, on est sur la ville animée. Donc merci à vous d'être venus participer à ce laboratoire. Donc un projet porté par Nantes Métropole et animé par Open Odyssey et Scopic. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de ville animée. Donc qu'est-ce que c'est que la ville animée, Samuel ? Les villes animées, ça consiste à mettre en avant toutes les personnes, en fait, tous les acteurs à Nantes qui se bougent, en fait, et s'appuie notamment sur l'art et la culture pour accélérer la prise de conscience qu'il faut bouger en termes de climat. Tous ces acteurs aussi qui sont dans ce qu'on appelle l'événementiel et dans la satisfaction de nos besoins secondaires, le divertissement d'une autre manière, puisqu'aujourd'hui, les événements rassemblent beaucoup de monde. C'est aussi un moment où le temps de cerveau disponible est énorme et où on peut passer beaucoup de messages. Et en tant que tel, les événements, c'est aussi une empreinte écologique hyper forte. Donc comment faire autrement dans le domaine culturel, événementiel au sens large. Voilà. Donc beaucoup de gens se bougent à Nantes. Et préalablement, on avait d'autres rencontres. On a parlé de ville active, notamment. Et donc la ville active, c'était quoi, Samuel ? C'était tous ceux qui se bougent dans le monde de l'entreprise et tous ceux qui mettent des méthodes autres pour impliquer les salariés autrement, différemment. Quelqu'un qui travaille est un citoyen, donc de temps en temps, on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre ceux qui sont dans le monde actif et ceux qui sont dans le monde privé. Il y a plein de gens qui essaient de se dire c'est la même chose. Et hier, on a démarré en fait Ville, Nature et Comestibles avec les acteurs de la question alimentaire et la question de la biodiversité en particulier. Et le soir, on a eu une autre session sur la ville inclusive qui va nous être rappelée par Samuel. Oui, inclusif, tous ceux qui se bougent pour intégrer les populations soit à la marge ou qui ne sont pas forcément mises en compte, mises en œuvre, les jeunes, les seniors, les personnes des populations du Sud, les personnes en situation de handicap, tous ceux qui misent aussi à contribution peuvent apporter des vraies bonnes solutions et qu'on a tendance à pas forcément prendre assez en compte. Alors là, on est sur Ville animée, on va vous laisser la main, donc merci encore à vous et puis bonne session. Et puis, juste là dans le Presse-Océan d'aujourd'hui, voilà, Nantes, il y a une petite double page dans le Presso, Nantes bouillonne d'idées, avec des têtes connues, il y a Dominique Béard notamment, avec une belle photo, il y a Paul Fatal qui était là, qui représente l'université, pas mal de gens qui ne sont pas forcément assez mis en avant, mais voilà, en tout cas, la presse, les médias s'intéressent à ce qui se passe sur ce lab et ceux qui y font. Vous êtes ceux qui y font.
Et là, voilà, on a une petite heure ensemble pour valoriser vos initiatives individuelles, mais aussi pour que vous preniez connaissance de ce que font les autres. Voilà, on va faire passer 11 petits pitchs en format 2 minutes. On va commencer par Wonder Cake. Au bout d'une heure et demie, au bout d'une minute et demie, on va lever le bras. Et on va commencer à croiser les bras. Quand il restera 5 secondes, c'est qu'il faudra commencer à conclure. On a un timing serré. L'idée, c'est vraiment de rentrer dedans pour qu'ensuite on puisse prendre le temps pendant une heure de travailler autour des 3 projets multi-acteurs qui vont nous être proposés ensuite. Voilà, donc c'est parti. On appelle du coup Wonder Cake, qui a été mis en avant ce week-end. J'ai vu aussi dans Presse Océan, samedi. Donc les gens qui ne connaissaient pas ont pu connaître, et ceux qui ne connaissaient pas encore vont connaître. C'est parti. Du coup, c'est comment pour avancer à droite? Tac, on droite. Et Merci. Bonjour, donc Wonder Cake avec moi, on va parler pipi caca. Je fais partie du collectif Sweat Lodge. Nous organisons des événements artistiques et musicaux sous chapiteau, donc itinérants. Le problème des toilettes sèches était assez récurrent, donc il y a 2 ans, j'ai décidé de m'y atteler et j'ai créé Wonder Cake. L'idée, c'est de rendre les toilettes beaux et écolo, principalement. Donc beau, j'ai fait appel à plusieurs artistes pour tout ce qui est la décoration, la mise en lumière, tout ça. Et en fait, la déco intérieure de chaque toilette, ils sont vraiment décorés et propres. C'était une des consignes principales des toilettes. Ensuite, tout ce qui est écolo, j'ai pensé à tout ce qui est recyclage des déchets. Les toilettes sèches, en général, les 2 matières liquides et solides ne sont pas séparées. Et moi, j'ai fait une séparation dans les toilettes que j'ai fabriquée avec un copain. Donc, les matières solides devant, les matières liquides derrière, et les matières, je les recycle séparément, du coup. Avec la matière solide, j'essaye de faire du biogaz dans un petit local qu'on a au sud de Nantes. Et avec la matière liquide, pour l'instant, c'est les agriculteurs qui la gardent et pour faire de l'épandage. Wonder Cake a aussi, donc là, on a tout le recyclage de la matière solide. Et dans Wonder Cake, j'essaye aussi de développer, c'est vachement axé pour la jante féminine. Du coup, j'ai des urinoirs pour femmes. On peut uriner debout, dans des bottes de paille. Je travaille avec Ecovore, justement, qui ont inventé les urinoirs, qui sont en train de développer actuellement les uritrottoirs. On va bosser avec eux bientôt. Donc voilà, efficacement, qu'est-ce que c'est Wonder Cake? Et du coup, je peux, même si j'ai le temps, j'ai même fait... Sur le toit de Wonder Cake, du coup, il y a de la musique. Et là, je suis en train de travailler avec un collectif de Tours, des circassiens. Et on va proposer un spectacle autour du papier de toilette. Du coup, quand on fera la queue chez moi, on aura en même temps un spectacle pour justement limiter l'attente. Le but de Wonder Cake, c'est vraiment désacraliser le caca. Et le pipi également. Et se marrer et trouver ça beau. Voilà, Wonder Cake. Et non, c'est qui? Ah oui, avancez, pardon, excusez-moi. Bolivianti, je l'ai vu. Et Bolivianti est ici. Donc, droite, s'il y a un problème, tu nous appelles à la rescousse. Okay. Bonjour. Donc, Climate Change, c'est l'endroit idéal pour parler de la compensation carbone. Alors, la compensation carbone, pour faire simple, c'est la possibilité qui est donnée à tous de compenser ses émissions de CO2 en finançant un projet au sud qui, lui, va permettre de réduire des émissions de CO2. Alors, je vous parle de la compensation carbone parce que Bolivianti Sud Soleil s'est spécialisé dans la quantification des réductions d'émissions de CO2 de ces projets. Tout a commencé en 2007 avec la rencontre d'un monsieur à moustache qui, du haut de son hélicoptère, photographiait l'état de la planète. Il se trouve que ce monsieur a décidé de photographier ce qu'on appelle les cuiseurs écologiques, qui sont des équipements de cuisson performants qui permettent de cuire les aliments et en même temps de réduire les émissions de CO2. Alors, il y a des photos qui vont permettre de mieux comprendre ces réductions d'émissions de CO2. Si vous regardez sur la photo de gauche, on voit la cuisson traditionnelle au bois sur un foyer 3 pierres en Afrique, qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Sur la photo de droite, c'est la solution proposée par Bolivianti Sud Soleil. C'est un cuiseur à bois économe qui permet de réduire la consommation de bois d'au minimum 50%. Là, on est sur 2,5 tonnes de CO2 évité sur une année avec le cuiseur à bois économe par rapport au foyer 3 pierres.
On part en Bolivie, même problématique, la cuisson au bois traditionnelle. Et sur la photo de droite, vous voyez une famille bénéficiaire d'un cuiseur solaire qui, comme son nom l'indique, utilise une énergie qui est 100% propre et renouvelable. Donc voilà les solutions qui sont proposées dans les pays du Sud par l'association Bolivian Tissus de Soleil. Mais on a envie de proposer une autre solution ici en France. Et elle s'adresse à tous les acteurs de l'événementiel. C'est d'intégrer la compensation carbone dans leur démarche d'organisation d'éco-événements. J'en profite pour saluer l'initiative des organisateurs de Climate Change, puisqu'ils ont décidé de compenser une partie des émissions de CO2 liées à l'organisation du sommet en finançant en faveur des projets de réduction de compensation en faveur des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de Bolivian Tissus de Soleil. Donc je vous invite à nous rejoindre pour parler des possibilités de partenariat autour de la compensation carbone. Merci. Juste pour compléter, effectivement, Bolivian Tea en charge d'une partie de la compensation carbone du sommet Climate Change. Hop, on décale. Et aussi le GRS. Donc on a une émission calculée ici à 500 tonnes équivalent CO2 pour les plus fans de technique. Merci. Bonjour, donc je travaille au sein de l'association Aremex. On accompagne des organisateurs d'événements culturels et sportifs, et ce sur 4 grandes régions en France et depuis plus de 10 ans sur la mise en place de solutions de gestion éco-responsable de leurs événements, et notamment sur la question des déchets. Le but, c'est de sensibiliser le public à ces questions-là, et on est amené du coup à accompagner organisateurs et publics à la gestion de grosses quantités de vaisselle jetable chaque année. Voilà, donc le projet qu'on développe actuellement et que je vais vous présenter. Ah oui, c'était pas ça les slides. Oula, c'était pas du tout ça les slides que je vous ai envoyés en fait. Donc tous terriens par exemple. Donc je vais, vu qu'il y a le grand T qui va intervenir tout à l'heure aussi. Donc tous terriens vaisselle compostable, ça va être une obligation en 2020 en France que du coup cette vaisselle jetable en plastique soit substituée par des matières compostables. Seulement composter de la vaisselle compostable, c'est pas simple, notamment en grosse quantité. Du coup, ce qu'on a développé, mais du coup, je ne vais même pas pouvoir vous le présenter ici, c'est une solution simple et économique et écologique pour faire en sorte que cette vaisselle soit broyée pour être facilement compostée dans des composteurs par la suite, en faisant en fait pédaler le public sur des vélos fixés, enfin, dont l'axe de rotation est couplé à un broyeur à mâchoire, rendant du coup ceci participatif, ludique et sur le site des événements. Voilà. Donc l'objectif, donc typiquement ça pourrait se faire sur le festival du Grand D Tous Terriens sur lequel on était cette année. Donc l'objectif pour nous du coup c'est de développer cette solution sur bon nombre d'événements avant 2020 du coup qui sera la date obligatoire pour la mise en place donc, de cette vaisselle compostable, de faire pédaler plusieurs centaines de mollets motivés du coup pour pédaler, pour composter, trouver quelques financements pour développer du coup cette solution sur nos différents territoires locaux qui sont en gros Nantes, Lyon, Bordeaux et Marseille. Et donc trouver quelques financements participatifs éventuellement, voire des mécènes type une Gianni Longo ou un Lance Armstrong qui souhaiteraient se recycler dans la gestion éco-responsable des déchets sur des festivals. Voilà, je vous remercie. Ouais, pour les slides, on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on a reçu, mais de toute façon, j'espère qu'on a bien compris. Voilà. C'est le compté, du coup? Ouais, c'est ça. C'est bien, comme ça j'ai gagné presque 10 secondes. Donc moi je suis Catherine Blondeau, la directrice du Grand T, à droite, qui est un théâtre que vous connaissez, qui est plutôt une institution classique de centre-ville, grande salle de 800 places, 100 000 billets vendus par an, etc. Mais depuis quelques années, avec mon équipe, nous organisons de plus en plus d'événements collaboratifs. Le dernier en date, c'est Tous Terriens, donc qui a eu lieu en juin dernier. C'est seulement un festival de 3 jours autour du thème, disons, du changement climatique et plus précisément de l'anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival? Ça rassemblait des scientifiques, par exemple Jean Jouzel, donc pas mal, des artistes et aussi beaucoup de citoyens qui venaient partager leur initiative. Donc, 3 jours très festifs où tous les sujets ont été traités et en action.
C'est-à-dire on a mangé végétarien, on a produit notre énergie, on a géré nos déchets avec Aremax d'ailleurs, on s'est amusé, il y avait des ateliers pour les enfants, il y avait des spectacles, il y avait des expositions et vraiment beaucoup d'ateliers participatifs. Pour faire ça, on a travaillé avec presque 40 partenaires, ça nous a pris 2 ans. Donc, et on a notamment, donc ce que vous voyez ici, c'est un petit peu ce que tu racontais, c'était sur le site du théâtre, qui est installé dans un jardin, on a installé une scène entourée de vélos, et ces vélos, c'est des vélos générateurs qui produisent de l'énergie qui a été utilisée pour faire tourner la DJ set du soir. Et l'artiste que vous voyez là, qui est un comédien, donc entraînait d'une certaine manière les participants, mais d'une façon ludique et parfois même caustique. Donc l'idée, c'était aussi de parler du changement climatique sans moraliser, en s'amusant, en faisant la fête. Beaucoup d'associations, par exemple ici le Fab Lab de Ping, mais aussi des institutions, le muséum, des partenaires, des entrepreneurs qui ont été à la fois mécènes et contributeurs, pour la plupart d'entre eux membres du réseau dirigeant responsable de l'Ouest, dont je fais partie également. Donc, quelque chose de très, très collaboratif. Voilà une photo d'équipe qui précède l'événement. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que cet événement nous a complètement transformés. C'est-à-dire que depuis, le Grand T n'est plus le même théâtre. Nous avons décidé de nous décrire désormais comme un théâtre en transformation, en transition, puisque tout ce que nous avons expérimenté là, à la fois en termes de méthode de travail, de coopération, de partage des initiatives, d'attention à notre impact environnemental, à notre impact sociétal, au terme d'inclusion, de public-privé, etc., nous voulons le poursuivre. Voilà. Ah oui, alors donc, hop, petit quiz. Bonjour. Oups là. Ah, il y a un fil là. Non, j'ai pas besoin. Bonjour. Je pollue 500 litres d'eau alors que je ne pèse que 0,17 grammes. Je suis le premier petit déchet jeté sur la planète. Je suis en acétate de cellulose et je peux être recyclé en isolant ou cendrier par exemple. Responsable de nombreux incendies, je suis. Vous avez raison. Je suis le mégot de cigarette et surtout, je suis un déchet. Nous pouvons espérer une chance d'amélioration pour le climat qu'en faisant attention à notre environnement. Le mégot, par sa toxicité, sa matière, est à bien des égards un fléau pour l'eau et donc la faune et la flore. Alors comment faire pour que le geste de jeter son mégot de cigarette au bon endroit devienne un réflexe? Je suis Sylvie Chenu, membre de la Jeune Chambre économique de Nantes. Nous représentons un mouvement international de jeunes citoyens actifs dont l'objectif est de prendre des responsabilités en créant des changements positifs et durables. Dans la commission Zéro Mégot, nous voulons agir par 3 axes de sensibilisation. Par la collecte et le recyclage des mégots dans les entreprises, les établissements scolaires et universitaires qui ont été identifiés comme nid à mégots dans notre enquête. Par une campagne de communication pour que chaque fumeur ait toujours son cendrier de poche sur lui, en plus de son tabac et son briquet. Par une journée de ramassage en mars, où les mégots récoltés seront recyclés. Si vous voulez aider la planète et les prochaines générations, nous recherchons toute structure qui souhaite collecter ces mégots, des partenaires financiers en nature, des jeunes de 18 à 40 ans qui souhaitent rejoindre la commission Zéro Mégot. Je vous remercie pour votre écoute et avec les membres de la Jeune Chambre économique de Nantes, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et ensemble passer à l'action. Merci. Bonjour. Donc Mom Nantes, c'est une association qui fait partie d'une association régionale qui s'appelle Mom Ouest. On a deux établissements à Nantes qui accueillent les enfants âgés de 6 à 11 ans. Et notre dada à nous, c'est la démocratisation de tous les arts.
Donc on accueille tous les enfants, quelle que soit leur classe d'âge et leur milieu dans lequel ils évoluent. Et on fait appel à des artistes professionnels, puisque le but de l'association, c'est d'éveiller tous ces enfants à toutes les activités artistiques que l'on peut trouver, que ce soit des arts vivants ou des arts plastiques. On mène aussi avec eux des projets atypiques, et on est financé pour cela par la Fondation Rothschild sur un projet qui s'appelle l'École de la philanthropie, où on éveille les enfants et on les sensibilise à la citoyenneté et au développement durable. On en a fait un petit film, et je pense que du coup, les enfants parleront d'eux-mêmes. Super. Pourquoi il y a des animaux qui n'existent plus? Parce que les hommes les ont chassés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ou parce qu'ils ont changé le climat et l'endroit où habitaient ces animaux. Pourquoi ils les chassent? Pour vendre leurs cornes ou leur peau. Ils vendent ça très cher. Dans mon monde idéal, les animaux et les hommes vivraient tous ensemble. Il y aurait un endroit pour chacun. En haut, les dauphins, ensuite les ours, ensuite les lions, ensuite les baleines. Ils se comprendraient et s'aideraient s'ils en ont besoin. Et du coup, on poursuit ce projet-là avec les enfants encore cette année. On est sur la 3e année de sensibilisation justement à la citoyenneté et au développement durable. Voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous participez à Climate Chance, qui est un événement éco-conçu. Mais je ne sais pas si vous savez, habituellement, l'organisation d'une convention produit autant de déchets pour une personne qu'une personne va généralement produire en 15 jours. C'est ce constat qui m'a amené quand j'ai créé Orguidé, donc agence d'événementiel et d'aménagement d'espace, à la créer dans une démarche éco-responsable. Donc aujourd'hui, j'ai 2 types de clientèle, les particuliers et les professionnels. Ma volonté est de créer des événements de qualité en adéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du développement durable et avec les besoins de mes clients. Donc pour ça, je me suis engagée sur 4 grands principes. La sensibilisation, donc sensibiliser mes clients, mes partenaires. Et je suis assez fière aujourd'hui de pouvoir dire que certains de mes partenaires ont changé totalement leur façon de travailler et ont intégré cette démarche éco-responsable dans leur travail. L'éco-conception, par exemple, pour toutes les scénographies que j'ai réalisées, on en a quelques-unes sur les photos, je les réalise avec des matériaux de réemploi ou de la location. Ça oblige à se poser la question un petit peu à l'envers. À quoi j'ai accès? Qu'est-ce que je peux trouver? Et qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser avec ça? Valoriser les talents de notre région. Aujourd'hui, je travaille à 95% avec des partenaires locaux et je favorise des prestataires qui ont aussi cette démarche. Et pour finir, le respect. Ça me semble quelque chose d'assez important, de respecter nos partenaires, respecter nos clients. Ça passe par plusieurs choses, notamment une rémunération juste pour mes partenaires et une transparence des prix pour mes clients. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, le secteur évolue vers l'éco-responsabilité, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Bonjour à tous. Recyclive, donc, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise sociale qui propose de la collecte de livres gratuite à destination des particuliers qui cherchent à se débarrasser de livres dans une démarche éco-citoyenne, à destination aussi des associations aujourd'hui qui croulent sous les livres et qui cherchent à avoir une meilleure gestion de ces flux-là pour développer de nouvelles ressources et de nouveaux projets. On travaille aussi avec les collectivités
sur notamment du traitement de plus responsable de désherbage de bibliothèques ou de gestion des déchets, parce que le livre est encore beaucoup considéré finalement comme un déchet lambda. Et puis également, du coup, de plus en plus avec les entreprises, c'est-à-dire au détour d'une opération de collecte, on en profite pour sensibiliser les collaborateurs au réemploi, à l'insertion par le travail et à l'accès à la culture. Donc nos objectifs, ils sont bien ceux-là, favoriser le réemploi, transformer les modes de consommation, ce qui nous permet, en fait, derrière, les livres ils vont être remis en circuit de distribution via Internet. Ça nous permet de financer des emplois en insertion. Aujourd'hui, chez Ares, avec qui on travaille, il y a 20 personnes qui travaillent sur le stockage et la préparation des livres. Et puis, à l'issue de cette chaîne-là, j'allais dire, 10% des revenus générés sont versés à des assos qui portent des programmes autour de l'environnement, de la culture, par exemple, une association comme Lire et faire lire. Aujourd'hui, petit à petit, sur Nantes, ce qu'on essaye de créer, c'est d'expérimenter, de créer des synergies avec des acteurs locaux qui travaillent sur le réemploi, le recyclage, la logistique, les nouvelles technologies aussi, pour voilà, mutualiser nos moyens, nos énergies, partager notre vision et nos valeurs communes. Donc voilà, et l'idée, c'est aussi, de manière plus large, de dupliquer ce service-là dans d'autres régions en France. On est déjà présent dans 5 régions. Et pour vous donner voilà, des chiffres sur notre action, ça représente 1,5 million de livres qu'on a remis en circuit de cette manière-là et 450 000 € qui ont été reversés à des assos et qui portent des programmes très, très concrets. Donc voilà, pour finir, si vous avez envie, vous êtes prêt à vous détacher de vos livres, je sais que ce n'est pas simple. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on viendra avec nos petits bras, nos petits cartons chez vous et on donnera une deuxième vie à tous vos livres. Merci. Hop, on va juste inverser, on va passer d'abord à Convention Bureau, parce que l'effet de papillote vient d'arriver et on est en train d'essayer de charger les slides, comme c'est centralisé là-bas. Voilà, on essaye de faire cette manip. Et on va passer Convention Bureau ici. Lucille, si tu veux passer les slides droite. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, c'est une initiative individuelle, mais née des actions collectives et surtout des actions de tous ceux que je vois ici, et je suis en suis ravie. En fait, depuis quelques années, les professionnels de l'événementiel veulent réduire l'impact de leur activité sur l'environnement. Les hôtels, les traiteurs, les agences événementielles, puis bien d'autres, des prestataires de services. Et du coup, pour rendre un peu plus lisible et plus visible toutes les actions qui sont menées et du coup pouvoir attirer d'autres événements, mais un peu plus sur cette thématique qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, le développement durable, du coup, le Convention Bureau, alors je n'entrerai pas dans le détail du Convention Bureau parce que là, j'en aurai pour 25 minutes facile, s'est inscrit à un programme qui s'appelle GDS, Global Destination Sustainability. C'est un programme international qui référence en fait des villes qui ont mis en place au sein de leur structure des bonnes pratiques pour le développement durable. Et du coup, cet index-là, il est intéressant parce qu'il va permettre aux organisateurs d'événements internationaux, pour pouvoir choisir une ville pour leur prochain congrès ou convention, de se dire, bah, tiens, je vais aller à Nantes, parce qu'à Nantes, on veut aller dans cette démarche-là, on a envie de faire attention à l'impact. Et donc, du coup, là, par exemple, vous pouvez aller voir sur le site internet, Nantes est référencé comme ça. Alors, 48%, c'est pas très bon pour le moment, mais on va aller encore au-delà, on va encore s'améliorer. Et il manque une petite slide, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc ça c'est le Convention Bureau, normalement est là pour promouvoir le territoire, faire en sorte d'attirer plus d'événements. Mais si on a envie que justement tous ces événements qui viennent sur notre territoire ne détruisent pas la singularité de notre destination, c'est-à-dire ses espaces verts, son bien-être, sa façon de vivre assez cool, les zen, etc., et je pense qu'il faut qu'on fasse tous attention. Et pour aller plus loin, il faut qu'on se forme, que les collectivités aident les professionnels. Alors ça, c'est un petit appel, un petit peu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, mais voilà, aider, donner des subventions et faire en sorte que les professionnels puissent se former facilement et avoir accès à cette information et qu'on aille un peu plus loin dans la démarche. Merci. Du coup, on va faire un peu de live. Tiens, donc ça va être l'effet, c'est ça, l'effet de papillon. On a pu charger des slides, Oriane, c'est bon? Ah, d'accord. Vous allez bien? C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des supports, mais des fois, techniquement, quand ça se passe mal, des fois, il faut pouvoir improviser. Mais en fait, moi, je trouve assez incroyable la manière dont vous présentez vos projets. Vous les connaissez, donc c'est vrai que des fois, le support, ça aide beaucoup.
Mais bon, quand les supports n'arrivent pas forcément en même temps, bah, vous connaissez quand même super bien vos projets. Donc, pareil, dans un ascenseur, des fois, vous n'avez pas forcément le loisir d'avoir un support avec vous. Donc, il faut projeter les gens dans le projet. C'est parti, droite. Merci. Bonjour à tous. Alors, l'effet de papillon, facilitateur d'événements en ligne. Je me présente, Camille Labrune et mon associé Marion Blonde. Donc, c'est moi qui vais représenter la société aujourd'hui. Une jeune entreprise où on propose une double innovation. Donc, nous, on agit dans le secteur de l'événementiel et on propose une innovation d'usage et une innovation de service. Vous allez très vite comprendre. Alors, on est parti d'un premier constat, c'est qu'on a tous un événement à célébrer, qu'on soit particulier, qu'on soit professionnel, sauf qu'aujourd'hui, on court tous après le temps et on ne prend plus le temps de fêter les événements importants de sa vie. Donc, pour faciliter cette organisation, on a conçu une plateforme qui permet d'organiser son événement facilement, en quelques clics et à la carte. On peut passer par nous pour son lieu, ensuite pour ses traiteurs, ses options. Et à la fin, on a un beau devis qui est généré en PDF, facile, instantané et dans l'air du temps. Ça, c'est l'innovation de service. L'innovation d'usage, vous allez voir, c'est qu'on est parti du constat qu'aujourd'hui, il y a des milliers de mètres carrés de locaux professionnels et d'habitations privées qui dorment et qui servent à rien du tout, qui sont sous-utilisés. Eh bien, nous, ces lieux-là, on les propose pour nos prestations événementielles. On référence que des lieux non dédiés à l'événementiel. Donc, on peut très bien vous proposer une galerie d'art, comme on peut vous proposer une villa, comme on peut vous proposer un restaurant qui sera fermé le soir et le week-end, une boutique de fleurs, un salon de coiffure, un showroom. Tout est imaginable et les possibilités sont infinies. L'avantage pour ces fournisseurs d'espace, c'est naturellement, de percevoir un revenu direct de cette mise à disposition. C'est d'augmenter sa notoriété. Ils vont faire venir un public qui ne toucherait pas habituellement, peut-être. C'est de renforcer leur démarche RSE, on ne peut pas passer à côté, et d'intégrer l'économie collaborative. Aujourd'hui, il est grand temps que l'économie classique s'imprègne de cette économie qui avance très vite. Aujourd'hui, c'est près de 60 lieux sur notre plateforme, 10 traiteurs, plus de 30 animations et prestataires en option. Donc, vous retrouverez une centaine de prestataires sur notre plateforme. Donc, si vous avez envie de papillonner prochainement pour une fête privée, pour un événement professionnel, allez sur les fêtes papillonnes. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc, Solar Babylon est venu entre-temps. Et donc, ça sera le dernier pitch avant qu'on fasse les pitchs de plus longue durée, 4-5 minutes. En tout cas, c'est le conseil qu'on donne. Donc, le temps de repasser sur la slide, je vais vous accueillir. Donc, prénom Victor. Victor, oui. Okay. Du coup, Victor, le micro, ça. Et on va attendre les slides. Et les voilà. Très bien, merci. J'en profite pour remercier les techniciens qui sont en train de jongler entre les slides, les vidéos, etc. Christian, Philippe à la caméra ici. Et Alain. Voilà, merci. Merci. Bonjour, donc comme je le disais, moi c'est Victor, et avec Marie et Fanny juste ici, on est étudiants, on est des membres de la tribune étudiante Iségoria, donc d'Audencia, ici à Nantes. Et en fait, le projet qu'on voulait présenter, Solar Babylon, il est né de deux volontés. La volonté tout d'abord de dépasser, je dirais, de nous investir de manière concrète dans l'action climatique, au-delà de notre cadre associatif étudiant habituel, et une volonté ensuite de fédérer les talents. Fédérer les talents parce que c'est un projet qu'on va monter, qu'on va réaliser avec Centrale Nantes et autour d'une œuvre de l'artiste Alexandre Dang, un artiste engagé à Bruxelles que vous voyez ici. Et l'œuvre en question, c'est ça. Son œuvre, c'est les Solar Dancing Flowers. Donc en fait, on voit un parterre derrière. Ce sont des œuvres qui, grâce à des capteurs, s'animent sous l'effet de la lumière du soleil. Donc des œuvres qui bougent. Et le projet en question, vous voyez derrière moi, bon, les plans sont pour l'instant c'est encore des prévisions. On va travailler ça avec Centrale Nantes. Mais l'idée, c'est de faire un jardin de ces fleurs, de ces Solar Dancing Flowers, qui, je dirais, est encapsulé dans un conteneur. Et en fin de compte, il est coupé de l'environnement extérieur, si ce n'était le soleil qui irradie par en haut et anime ce petit champ de fleurs. Ce qui permet, en fin de compte, grâce à des miroirs qui tapissent les parois du conteneur, eh bien, de donner l'illusion d'une infinité, d'un champ infini, et qu'on peut observer. On voit en jaune ici
un miroir sans teint qui permet, je dirais, aux passants, aux badauds, de rompre la monotonie de leur promenade pour, effectivement, le temps d'un instant poétique, observer ce jardin et prendre conscience de l'importance du soleil. Et du coup, notre ambition maintenant, eh bien, c'est pouvoir créer ce jardin. Donc, on va le créer avec Centrale Nantes. On espère également trouver des financements. Et en fait, on voit qu'il y a également des panneaux solaires qui permettraient, en plus, à chacun donc, de produire, de récupérer un peu d'électricité pour, pourquoi pas, recharger les appareils électriques grâce à des prises et effectivement donc trouver des financements, pourquoi pas aussi pour permettre par le biais de l'association Solar Solidarity International d'Alexandre Dang eh bien, de récolter des fonds pour des projets d'électrification de villages. Donc voilà notre projet, effectivement continuer à fédérer et faire passer de ville en ville, de lieu en lieu cette plateforme ambulante pour laisser chacun en profiter. Merci. Merci beaucoup. On en a fini avec les pitchs de 2 minutes. On va continuer. Donc, vont passer donc 3 maintenant initiatives. Il nous reste exactement 27 minutes pour qu'on puisse terminer, je crois, à midi 10, pour qu'on puisse laisser aussi la place sur le plateau. On a 25 minutes. Donc, ça fait à peu près 8 minutes top chrono, en moyenne 8-9. Donc, on va essayer d'être dans les clous le plus possible. C'est un défi. Du coup, 5 minutes pour convaincre. 5 minutes, c'est la cible, en fait, pour pouvoir avoir quelques questions-réponses qui peuvent être intéressantes. Si vous faites un peu plus, vous aurez moins de questions-réponses. Donc, 3 initiatives multi-acteurs qui donneront lieu ensuite à des ateliers de créativité. Donc, ouvrez grand les oreilles, regardez ce qui peut être intéressant. Voyez ce sur quoi vous voudriez travailler pendant 1 heure après, derrière, voire plus après, c'est l'occasion. On va commencer par 1001 événements s'engagent. Sur le stand de Nantes Métropole, ceci n'est pas un déchet, donc, où l'atelier de créativité sera là, et les 2 autres seront à l'espace R0 ensuite, pendant une petite heure. 1001 événements s'engagent. C'est parti. Droite, micro, Dominique. Bonjour. Je suis Dominique Béard pour le réseau Éco-événements. Nantes, quelle qualité de vie? Nantes, QQDV. C'est la blague que je fais souvent à ma famille qui est restée à Paris. Ça fait 8 ans que j'habite ici et ça fait 8 ans, j'arrête pas de leur dire Nantes, c'est tellement agréable. Franchement, depuis qu'on y est, j'adore cet endroit. En fait, c'est pas moi qui ai inventé ce concept et puis c'est même pas moi finalement qui a inventé l'idée, puisqu'en 2013, quand Nantes a été élue capitale verte de l'Europe, ce qui était marqué sur la publicité, c'était Nantes est capitale, sa qualité de vie aussi. Et à Nantes, une des manières de vivre cette qualité de vie, c'est l'envie de partager des émotions ensemble, l'envie de découvrir des artistes, l'envie de faire du sport, l'envie de manger quelque chose, l'envie de sortir, de découvrir le paysage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les événements. Et des événements à Nantes, il y en a des milliers. Alors que je parle de Nantes, Nantes Métropole, autour, dans le département également. Là, par exemple, le carnaval, un grand moment de bonheur. Vous avez également, ici, c'est les scènes vagabondes, un événement très orienté pour les enfants. Le marathon, que je pratique régulièrement. On ne rigole pas. Ici, un festival de polar à Mauve. On mange également de très bonnes huîtres, c'est très agréable. Et puis un événement que j'adore personnellement, qui se passe dans un petit lieu qui gagne à être connu, qui s'appelle La Cité. Ce sont les Utopiales. Donc des événements, il y en a des dizaines. J'aurais pu rajouter également plein d'autres événements. Ça, c'est vraiment tout ce qui se passe à Nantes et qui est très agréable. En 2013, si je reviens à ce moment, on a décidé de se poser la question de manière un peu plus groupée sur comment faire pour que cette filière, qui est la filière événementielle, récréative, intègre les principes de l'éco-responsabilité. Comme toute autre filière au final, c'est-à-dire le BTP, le numérique, parmi les intervenants qui sont passés juste avant, on explique que finalement c'est une filière qui génère pas mal d'impacts environnementaux. Et puis, on s'est posé également une autre question. On s'est dit, cette filière, elle est particulière, parce que cette filière, elle a un pouvoir d'influence sur les... au niveau... alors, excusez-moi, j'ai ma photo. Bonjour Dominique, ça me fait plaisir de te voir. Cette filière, elle a un pouvoir d'influence au niveau du grand public. Parce que finalement, les événements, ça représente nos valeurs. La manière dont on va fêter ensemble, ça représente l'envie et les valeurs qu'on a sur nos modes de vie. L'événement est intéressant parce que c'est un moment pour réussir à tester des nouvelles transitions.
C'est-à-dire quand vous allez, autant si on vous dit va tous les jours en vélo au travail, on n'a pas trop envie, mais si on dit tiens, va à cet événement en vélo, teste des repas végétaliens en vélo, teste la vaisselle compostable sur un événement, là ça devient intéressant. Donc les événements sont vraiment des moments propices pour faire des moments de transition sociétale. Il y avait un terreau qui était vraiment intéressant à Nantes, c'est-à-dire en 2013, il y avait déjà plein de choses qui étaient faites. Julien d'Aremax a cité son association qui travaille depuis 10 ans. Il y avait mon projet responsable, il y avait déjà beaucoup de choses. Nous, on a voulu donner un temps d'accélérateur. Alors, on va voir si la photo marche. Les images, voilà. On a voulu donner un temps d'accélérateur parce que chaque fois qu'on posait la question aux gens, mais c'est simple d'organiser un éco-événement, les gens nous disaient « oui, il y a des guides ». Voilà. Bon courage. Donc il y avait plein de guides, il y avait plein d'outils, mais les gens ne savaient pas fondamentalement comment faire. Et donc, depuis 2013, on organise, à travers le réseau Éco-événements, une thématique spécifique pour traiter de la question de l'éco-responsabilité événementielle. On ne fait que ça, on ne parle que de ça. C'est le moment où on vient présenter des solutions, c'est le moment où on vient travailler ensemble. C'est le moment, et c'est un peu un moment comme ici, où c'est tellement agréable de voir tellement d'acteurs, où on a l'impression finalement que ça y est, on y est. Ça y est, les événements sont engagés. C'est-à-dire quand je vois tous les acteurs qui sont ici, en fait, finalement, le travail est fait, tout fonctionne bien. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que nous sommes malheureusement encore aujourd'hui des exceptions. Alors là, c'est une photo qui a été prise l'année dernière lors de notre compte, où on a pour la première fois cité un objectif qui était de dire « et si on massifiait, si on densifiait, si la norme devenait l'éco-responsabilité sur les événements ?» Et si on cherchait à obtenir 1001 événements engagés pour leur territoire et le climat. Alors cette année, par exemple, voici quelques-uns des événements avec lesquels on a travaillé. Certains sont très engagés. Donc, par exemple, on avait Tous Terriens, sur lequel l'Anthropocène, on était de A à Z. Et puis d'autres événements, je ne vais pas forcément dire lesquels là-dedans, c'était un début. Donc, ils y allaient tout doucement. Tous ces événements, l'idée, c'est de travailler sur la mutualisation des pratiques. Les organisateurs travaillent, apprennent les uns des autres. Chaque organisateur a déjà des bonnes pratiques. Mais les autres ne le savent pas. Et le but, c'est de mettre tous les gens ensemble. Donc, on parlait tout à l'heure de mutualisation sur les fêtes papillonnes, mutualiser les lieux qui ne servent pas la nuit. Eh ben, on va travailler également entre un organisateur qui sait comment faire, comment mettre en place des toilettes sèches, l'autre organisateur ne sait pas. Un organisateur sait comment mettre en place du tri des déchets, l'autre ne sait pas, et on va travailler avec eux. On travaille également beaucoup avec des réseaux, parce qu'on s'est aperçu également que nombreux réseaux avaient déjà des initiatives. Typiquement, alors si je devais citer... je ne vais pas tous les citer, mais puisque Lucille était présente avec le Convention Bureau et son club MICE, ils travaillent déjà sur la question. Travaillons ensemble, mettons en place des formations, des dynamiques communes. Un autre point très important, ce sont les ressources. Alors on appelle ça des ressources parce qu'on pourrait dire prestataires, mais les ressources, il y a également des associations. Il y a des gens qui viennent non pas dans une relation client-fournisseur, mais qui viennent dans une relation de partenariat. Alors ici, je n'ai pas mis tous les logos et tous les prestataires, mais il y en a plein. Quand on voit dans Presse Océan que Nantes bouillonne d'initiatives, je pourrais rajouter toutes les initiatives qui ont été présentées. On a des prestataires, en fait, rien qu'à eux, ils font bouger la question. Orguidé, Aremax. Moi, je voudrais faire un point sur Wondercake, qui naturellement n'est pas là. C'est classe. Parce que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais juste un organisateur comme ça, il faut que tout le monde le connaisse. Parce qu'un organisateur comme ça, ça donne tellement envie juste de mettre en place les toilettes sèches. Donc ça, ce sont les ressources. Ça, c'est notre point d'orgue. On vous donne rendez-vous le 23 novembre à toutes et à tous à cet événement. Cet événement, donc, qui est, comme d'ailleurs toute l'initiative au niveau du réseau Éco-événements, qui est principalement financé par Nantes Métropole, on va le faire et l'organiser avec vous. Donc ça va être l'objet d'une des problématiques, c'est nous on sait à peu près ce qu'on a envie de mettre dedans, mais à la base, on organise ce réseau pour répondre finalement aux demandes des organisateurs, des prestataires, des publics. Donc l'un des ateliers qui va suivre tout à l'heure, c'est finalement qu'est-ce que vous avez envie qu'on mette dedans. Moi par exemple, juste en découvrant ce système de pitch, que je trouve plutôt sympa, ça serait peut-être intéressant, plutôt que de faire une grande plénière, de faire des systèmes de pitch pour mettre tout le monde là-dedans. Mais enfin bon, ce sont parmi les questions.
Je vous montre quelques initiatives. Je ne sais pas si on a encore un peu le temps. En fait, on a cherché à défricher. Donc, ceci n'est pas une tentative d'assassinat. Ceci est une initiative. Vous voyez, ici, Fais ton terroir. On a mis en place un partenariat avec Terroir 44, avec des organisateurs d'événements, parce que les organisateurs n'arrivaient pas à approvisionner en circuit court des produits locaux. Alors qu'à côté, hier, il y avait Nantes Comestibles et il y avait plein de choses à faire. Là, on travaille sur la notion de recyclerie événementielle, donc avec des têtes que vous pouvez reconnaître. C'est là, en fait, les gens, on ne met plus dans les poubelles et puis ensuite, il faut corriger des erreurs de tri. On demande aux gens de trier par eux-mêmes, d'apprendre le geste. On travaille ici, et puis là, c'est le dernier point. Là, ce sont des bénévoles sur Climate Chance. Donc, j'en fais partie également. Et en fait, les bénévoles ont été formés pour devenir les premiers médiateurs de l'éco-responsabilité. Donc, on intègre l'organisation des événements et on propose aux organisateurs d'événements, finalement, venez, demandez à vos bénévoles de devenir les premières personnes pour parler. Donc, je les salue, il y en a 70 et vraiment, ils font un super travail. Voilà, ça, ce sont les deux problématiques que je vous propose de travailler tout à l'heure. La première, c'est comment nourrir la journée du 23 novembre. On a ces questions. Et puis la deuxième, s'il y a des personnes qui ne sont pas du territoire ou s'il y a des personnes qui connaissent d'autres territoires, comment fait-on pour réussir à créer cette initiative, pour faire que l'éco-responsabilité événementielle soit au cœur des préoccupations et qu'on n'ait pas 2-3 événements qui travaillent dans leur coin, mais qu'on ait 1001 événements qui génèrent une dynamique et qui font que tout ça devienne un moment vraiment chouette. Aïe, j'ai pas dépassé 2 minutes ? Merci Dominique. Du coup, les questions-réponses auront lieu sur votre atelier. Ça marche ? On enchaîne sur les acteurs culturels pour le climat. Hervé. Alors je vais juste passer le micro à nos amis du Centre culturel franco-allemand et Lorraine Simard du Comité 21 Québec. Voilà, je suis juste là pour faire de la figuration. Je passe le micro à Lorraine. Merci Hervé. Alors bonjour tout le monde, bien heureuse d'être avec vous tous. Comité 21 est un comité qui a été élaboré en 2013 et qui est en relation avec le Comité 21 France. Alors le dossier culture et climat a suscité l'intérêt du Comité 21 Québec dans le sens où on se pose la question sur qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que le climat. La culture, on se rend compte que dans les plans de développement durable et la mise en œuvre, il y a des problèmes de mise en œuvre puisqu'on n'adresse pas les enjeux culturels justement dans les réflexions puisqu'on les croyait inclusifs dans le volet social. Donc, on décortique le volet culturel pour justement être en mesure de créer un climat organisationnel. Donc, on ne parle pas de climat encore. Tout ça parce que vous savez, on en parle depuis le début et j'écoute des choses extraordinaires qui se passent ici. Que finalement, on a beau mettre en place des mécanismes, on se pose la question pourquoi qu'on ne change pas. On ne change pas parce qu'au fond, à la base, il y a une culture, un fonctionnement, et que si on ne travaille pas cette culture, on ne crée pas le climat pour comprendre le changement à aborder qui assure un changement futur du climat ou un changement futur de comportement. Donc, c'est dans ce sens que j'aborde le volet culture et climat dans ce changement climatique. Bonjour à tous, Elisabeth Nock du Centre culturel franco-allemand. Donc, comme le disait Lorraine, notre objectif, c'est de vraiment avoir des transversalités entre la culture et le climat, tout en y intégrant une dimension internationale pour que les acteurs culturels puissent vraiment accélérer ce message de la transition écologique et également faire passer 3 points importants, 3 dimensions dont Lorraine va vous en parler plus en détail. Alors, ces 3 dimensions, ça a été mentionné à plusieurs reprises lorsque je vous écoutais. Pour être en mesure de changer de comportement, on se rend compte qu'il y a des 3 mots-clés et chacun l'a abordé. Et je trouve que Wonder Cake, que vous appelez, chez nous, on appellerait ça le beau cadeau. Alors, donc, si j'avais à faire le même système, ce serait le beau cadeau. Alors, voilà, ce qui veut dire, au fond, qu'il a trouvé l'astuce pour changer les choses. Il faut créer une émotion. Il faut créer l'expérience et la pertinence de l'action. Alors, c'est la recette du changement de comportement et on le retrouve aussi par rapport au compostage bicyclette. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur ces 3 mots à chaque fois qu'on élabore des projets. Quelle est ma pertinence? Quelle est mon émotion? Et
et l'expérience. Alors voilà. Voilà, et dans cet engagement, on souhaite qu'il y ait des médiateurs, donc que ce soit des jeunes de tout pays, donc comme de l'Allemagne ou du Québec. Et je vais vous présenter en particulier notre initiative du Centre culturel franco-allemand, car suite à une volonté de longue date, en fait, nous avons engagé aujourd'hui une démarche pour le développement durable et l'écologie. Et donc, l'objectif, c'est d'intervenir sur plusieurs points. Donc, c'est de faire la promotion en fait, de l'échange culturel entre l'Allemagne et la France, et également de promouvoir le rôle de la culture dans le message pour la lutte contre le changement climatique. Concrètement, on a mis une première action en place qui est la présentation d'une exposition réalisée par des jeunes lycéens lors de la COP21. Donc cette exposition, vous pouvez la voir actuellement au sein d'Ecopole, qui est un de nos partenaires. Et également, nous avons mis en place, et nous sommes en train de le réaliser, un programme de volontaires écologiques franco-allemands, qui est ma partenaire Laura, avec qui je travaille en collaboration vraiment sur ce lien Allemagne-France. Et pour vous donner plus de détails sur le lien franco-allemand, je laisse la parole à ma collègue Franziska Rieger, qui est responsable de ce programme. Oui, voilà. Comme Laura, il y a à peu près 75 personnes qui s'engagent actuellement en France et en Allemagne pour des structures qui travaillent dans le domaine écologique. Ça touche plusieurs domaines. Ça peut toucher la protection du climat, des espèces et la faune et flore. Ça peut aussi être des structures qui travaillent dans l'agriculture biologique. Et c'est un tout petit projet qu'on a créé en 2007 qui permet aux jeunes Français de s'engager par des structures en Allemagne et aux jeunes Allemands de s'engager en France. Dans le cadre du service civique, depuis 2010, ça nous a permis de financer un petit peu ce projet, de permettre aux jeunes de toucher une indemnité. Et depuis 2007, on a envoyé à peu près 250 personnes dans ce cadre de ce volontariat. Et souvent, les jeunes personnes ne travaillent pas pour une seule association ou une seule structure. Souvent, ils s'engagent à plusieurs niveaux et dans des structures souvent aussi culturelles qui, après, organisent que des projets écologiques. Du coup, ça peut être la sensibilisation auprès d'enfants, du tri des déchets, du recyclage, des projets qui peuvent du coup toucher plusieurs domaines. Et c'est à chaque fois à la fois une expérience interculturelle et internationale parce que les jeunes volontaires vont s'engager dans le pays partenaire. Et ça permet aussi de s'enrichir, d'échanger du savoir, de se former et de partager des idées. Et nous, de notre côté, on aborde le sujet culture, non pas seulement la culture pour la culture avec la culture, mais la culture aussi dans les organisations, et je vous parle du secteur industriel et minier. On se rend compte que dans les objectifs et dans les plans de développement durable, dans les grandes industries, dans les grandes banques même et les assurances, peu importe l'organisation, que ce soit même une commune, on n'arrive pas à déployer un plan de développement durable dans ces actions de manière performante parce qu'on n'a pas adressé, comme je le mentionnais plus tôt, l'enjeu culturel. Alors, donc, on a remis avec les objectifs, les ODD et aussi avec la francophonie, la culture comme 4e dimension du développement durable. Et c'est dans ce sens qu'Hervé m'a interpellée et que j'ai accepté l'invitation, dans le sens où il faut voir plus loin que la culture pour la culture. Mais on a besoin de la culture pour aider le milieu d'affaires à accélérer le processus. Et dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au Québec, qui est à 40 minutes de Montréal, qui est en périphérie, dans une zone rurale et urbaine, en direction de Toronto ou d'Ottawa, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, nous avons créé des projets de médiation culturelle. Exemple, dans une entreprise, ils avaient des problèmes santé-sécurité, qui est un volet du développement durable, où par formation répétée, les problématiques de sécurité, de santé, d'accident n'étaient pas nécessairement réglées. Alors, par l'approche d'artistes qui ont amené plutôt un questionnement de médiation culturelle avec les employés, avec des installations de prise de photos, murales photographiques, ça a changé, au fond, la perception de la compréhension des enjeux de santé-sécurité au travail. Et aujourd'hui, ça l'a diminué, bien sûr, de manière drastique, santé-sécurité. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut aborder la culture autrement,
Alors, la mettre et l'intégrer, bien sûr, dans les volets non traditionnels. Et c'est sur ça que je conclus sur cet aspect culture, climat et changement. Voilà, donc maintenant, on a quelques problématiques à vous proposer. Quelqu'un veut les présenter? Donc, on a réussi en quelques heures à faire travailler ensemble le Centre franco-allemand et le Centre culturel franco-allemand, le Comité 21 Québec, et puis quelques acteurs sur cette problématique. L'enjeu maintenant, c'est comment on peut, entre nos pays, partager ces bonnes pratiques, s'appuyer effectivement sur de jeunes bénévoles ou trouver d'autres outils qui permettraient, entre la France et l'Allemagne, ou Nantes et Hambourg, si on cible des villes, ou le territoire de Nantes et le comté de Vaudreuil, puisque c'est votre collectivité, comment on peut faire que des boîtes à outils comme les éco-événements, si vous estimez légitime de se l'approprier, eh bien, comment on peut diffuser de ces bonnes pratiques. De la même façon que votre approche, j'allais dire, très globale de la question culturelle dans tous les secteurs nous intéresse, nous, et peut nous inspirer dans notre propre définition de politique culturelle. Voilà. Donc, en fait, il y a plein d'échanges possibles. Donc là, on va essayer de travailler sur à la fois des pistes méthodologiques d'échange et comment on fait avec un volet aussi très organisationnel, très humain, qui est incarné par les bénévoles du Centre franco-allemand sur l'axe France-Allemagne. Voilà, donc on essaye de mettre des visages derrière ces bonnes pratiques qu'on peut partager entre les deux pays. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve, je crois, R0. Est-ce que je laisse le mot de conclusion à nos intervenants ? Mais bien, comme le disait Hervé, on vous attend pour échanger sur ces problématiques, ces devenirs, ces attentes qu'on peut avoir et vraiment la mise en action des jeunes, de l'international, de la culture et du climat. Et de mon côté, on a créé aussi un challenge avec la relève dirigeante où on les forme. Ils sont mentorés pendant 21 semaines. Donc, ça serait agréable de créer des équipes et de partage entre, bien sûr, nos pays. Et avec les organismes aussi, de manière à accélérer la compréhension, le partage des bonnes pratiques et expertise. Tout ça dans une transversalité qui nous tient tous à cœur. Voilà. Le futur, c'est maintenant. Ça va être dur de choisir son atelier quand on voit ce qui s'est passé avant, là maintenant, et quand je sais ce qui va se passer juste là, ça va être compliqué. Du coup, Philippe, c'est à toi pour ceci. Et Flore, pour ceci n'est pas un déchet. Tiens, tac, voilà, ici, droite. C'est mon premier PowerPoint de toute ma vie. Alors nous, donc Philippe Comtesse, cofondateur et directeur de Station Service, qui est une recyclerie de matières premières sur le territoire nantais. Donc, contrairement à ce qui est dit partout, on n'est pas réservé qu'aux artistes et aux professionnels de la culture, on est ouvert à tout le monde. Donc on récupère des matériaux dans les entreprises et on les remet en vente à bas prix quand les recycleries et les ressourceries. Seulement, c'est donc effectivement que de la matière première. Tu veux te présenter ? Oui. Et Fanny Berlingen de l'association Ping. Ping travaille sur le numérique au sens très large, sur les nouvelles technologies aussi beaucoup. On a un Fab Lab notamment, qui est l'une de nos activités les plus visibles. Et on a développé un travail de recherche sur la question de l'obsolescence technique et l'obsolescence programmée autour d'ateliers de réparation pendant lesquels on propose au public d'apporter les objets qu'ils ont chez eux et qui sont en panne et qu'on essaye de réparer. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est associé à Philippe pour organiser cet événement. Et il y a un troisième co-organisateur qui n'est pas ici, c'est Robin Desbrouilles, qui est une plateforme internet d'échange de savoir autour des questions de réparation, principalement, je pense. Ouais. Alors, ceci n'est pas un déchet, c'est un festival de l'économie circulaire appliquée à la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a décidé d'organiser ce festival autour des questions de réparation, d'upcycling, de gaspillage alimentaire. Alors il est né parce que donc, Station Service fait partie du collectif Zéro déchet 100% ressources de la ville de Nantes Métropole. Donc c'est 60 professionnels qui s'interrogent sur le fait d'accompagner la métropole, les entreprises et les citoyens autour de la question du zéro déchet. Ah, j'ai un retour. Super. Et donc le 6 octobre dernier, on a fait des tables rondes et en fait est venue l'idée d'un vide-grenier des objets cassés. Et très vite, on s'est rendu compte que si on allait proposer aux gens de ramener leurs objets cassés et de les échanger gratuitement avec les autres, ça allait très vite, ça allait pas pouvoir être, ça allait être en gros une déchetterie à ciel ouvert.
On voulait pas ça. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on axe ça sur un échange de pratiques et un échange de connaissances. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, vous connaissez peut-être Zero Waste France avec le scénario Zero Waste. On s'implique un petit peu dans ces mêmes mouvements. Vous connaissez tous la trahison des images. On va parler art plastique. Qui connaît la trahison des images? Vous voyez, vous connaissez ce tableau. Ça s'appelle la trahison des images et ceci n'est pas une pipe. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce tableau? Ce tableau nous dit qu'en fait, on aura beau avoir du feu, l'envie de fumer, du tabac, mais on ne pourra jamais utiliser cette pipe parce qu'on est dans un paradigme de représentation. Et nous, on voulait changer la représentation qu'on a par rapport aux déchets. Et donc, on a organisé ce week-end. Donc ce week-end d'ateliers pratiques, parce que le but était vraiment que le public vienne faire des choses, pas seulement écouter des discours, même s'il y en a eu quelques-uns assez courts, mais voilà, le but était vraiment de faire des ateliers. Donc on avait plusieurs pôles. Un pôle réparation qu'on voit ici en haut et en bas, donc avec beaucoup d'ateliers sur les vélos, mais aussi un atelier de réparation plus général sur tous les appareils électriques, électroniques que le public nous apportait. Et un pôle autour de l'upcycling et du détournement qu'on alimentait et par les objets ou matériaux que le public apportait et par les matériaux fournis par station-service qui étaient mis en libre service. Et par l'atelier du réemploi. Et par l'atelier du réemploi. Voilà, donc plusieurs ateliers de fabrication, de détournement, des ateliers autour de l'alimentaire aussi avec une disco soupe ici. Je pense que tout le monde voit à peu près le principe des disco soupes où on récupère des invendus alimentaires dans les supermarchés pour les mettre à disposition de tout le monde, les cuisiner ensemble et les servir à tous. Un instrumentarium à base de déchets qui a été créé par des étudiants en école d'art et qui a été une belle animation pendant tout le week-end. Voilà, plusieurs intervenants, surtout donc d'une vingtaine d'associations nantaises ou de la région nantaise, parce qu'on voulait surtout que le public rencontre les acteurs locaux et sache vers qui se tourner la prochaine fois qu'ils auront besoin soit de réparer quelque chose, soit envie de fabriquer, envie de faire des dons, envie d'acheter d'occasion, les choses comme ça. Voilà, donc en bilan, on a pesé tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti de notre festival. On peut donc se dire que là, les 700 kilos d'objets qui sont sortis et qui ont donc été soit fabriqués sur place, soit réparés, soit détournés, ce sont 700 kilos de déchets qui n'iront pas à la poubelle, normalement. C'était le but. Voilà. Et en plus de ça, on a pesé à la fin, on avait environ 10 kilos de poubelles bleues et donc de déchets ultimes, ce qui revient à 5 grammes de déchets par personne puisqu'on a eu 2000 visiteurs. Oui, voilà. Et donc, en fait, grâce effectivement au réseau, aux 1001 événements et à Remax, on a pu aussi trouver des astuces pour réduire la consommation des déchets sur le site. Ce calcul ne compte pas, par exemple, aussi les déchets qui ont été achetés parce qu'il y avait la présence d'une ressourcerie aussi sur place. Donc, il doit y avoir encore autant de déchets sauvés. Et ce festival a été financé par Nantes Métropole principalement et l'ADEME, on les remercie. En fait, ce qu'on a remarqué, les retours qu'on a eus du festival, c'est que les notions d'upcycling, les notions de gaspillage alimentaire, les notions de customisation étaient des notions qui commençaient à être très bien intégrées. En revanche, alors là, je vais peut-être te laisser la parole, mais la question de la réparation, en fait, ça a semblé être complètement un ovni pour les gens. Oui, donc en effet, c'est là-dessus qu'on va axer notre problématique aujourd'hui, parce que les retours qu'on a eus de la part des bénévoles et de la part du public, c'est que les gens étaient complètement époustouflés. Là, Erwan, qui répare ici, a été applaudi par une personne à qui il avait réparé son aspirateur, donc il n'en revenait pas qu'elle soit aussi subjuguée qu'on ait pu faire ça. Et voilà, les personnes ne savent pas vraiment qu'on peut réparer, et surtout que c'est la plupart du temps extrêmement simple.
Donc nous, on voudrait travailler aujourd'hui sur la question de comment on peut valoriser ce mouvement des réparateurs, comment on peut former les gens à la réparation et comment voilà. Et comment peut-être aussi on peut impliquer les fabricants. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc hyper intéressant de bosser comment on peut faire cette dynamique tout au long de l'année, ce qui s'est passé là pendant 48 heures, avec ceci n'est pas un déchet. Donc je vais vous inviter du coup à vous déplacer vers les ateliers de créativité. Ceux qui souhaitent et qui sont intéressés de travailler sur ceci n'est pas un déchet qu'on vient d'entendre, c'est sur le stand de Nantes Métropole au niveau des 3 tables qui sont juste ici. Et ensuite, sur 1001 événements s'engagent et sur les acteurs culturels pour le climat, sur les problématiques qu'ils ont proposées. Ça se passe à 30 mètres dans l'espace R0 au niveau de l'écriteau Lab des initiatives nantaises. Les animateurs des tables vont vous accueillir et on est parti pour 1 heure d'atelier créatif. Et ensuite, on reviendra ici faire les restitutions avec les grandes lignes de ce que vous aurez produit. Merci beaucoup. Et on va accueillir donc le prochain temps qui est l'émission de Place to Be. Merci beaucoup.